Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Crypto Hebdo. Vous le voyez dans un format un petit peu différent. Oui, parce que le monteur FT est malade et du coup je me débrouille comme je peux. Je voulais vous faire un petit point concernant l'ensemble du marché des cryptos qui s'est un petit peu apaisé depuis ces derniers jours. Concernant les news, c'est relativement creux. Alors ça tourne toujours autour des mêmes sujets, c'est-à-dire le conflit entre l'Ukraine et la Russie. J'estime que ce sont des catalyseurs, c'est un catalyseur à court terme qui ne changera pas finalement les fondamentaux, notamment dans cet écosystème des crypto-monnaies. Pour autant, oui, ça a un impact. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément de catalyseur extrêmement positif, il n'y a pas de catalyseur tout court, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, quand bien même on va voir deux trois news ensemble juste après. Et ensuite, parce que oui, effectivement, le marché des crypto-monnaies peuvent être considérés comme une classe d'actifs risqués, c'est-à-dire évoluant un petit peu comme les classes d'actifs des actions. Les indices qui sont composés d'actions, qui sont composés d'entreprises, ça évolue à peu près au même niveau. On a d'un côté les actifs donc dits risqués et d'un autre côté les valeurs dites refuges, les actifs refuges. Donc on a toujours un peu cette pression et cette ambiance un peu anxiogène. Pour autant, ce qui était très important, notamment sur les indices américains, alors les indices européens également, mais surtout les indices américains, c'est qu'ils travaillent des gros niveaux de support. On va le voir justement après, notamment sur la partie technique, mais dans la mesure où ils sont, c'est vrai que les cryptos et les indices sont relativement, je dis bien relativement, alors c'est toujours un petit peu délicat d'utiliser ce terme. À la base, on disait oui, la classe des crypto-monnaies était finalement euh, considérée comme une valeur refuge à moyen long terme, comme pour l'or, comme pour l'argent, mais surtout l'or. Ensuite, on a essayé de lui associer justement cette idée que c'était plutôt considéré comme des actifs risqués. On voit qu'il y a une certaine corrélation, oui et non. Alors, je pense que globalement, c'est tout simplement en fait une ambiance où on a à peu près que ça à se mettre sous la dent. C'est vrai que tout ce qui tourne autour de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, c'est pricé. Est-ce que ce sera 2, 3 hausses des taux? Est-ce que ça sera 6, 7, 8, 9 hausses des taux? Globalement, le marché s'y prépare. Je rappelle que vendredi à 14h30, il y aura la dépense des consommateurs aux États-Unis. Ça sera très important parce que c'est un chiffre vraiment très suivi par la Réserve fédérale américaine. Donc le marché va se dire, s'il est plus fort que prévu, ben peut-être que la Fed va resserrer les boulons plus rapidement que prévu. Si c'est moins fort que prévu en termes de hausse de dépenses des consommateurs, moins d'inflation et donc probablement moins de resserrement monétaire, donc ce sera plutôt positif pour le marché. En attendant, cette semaine, c'est vrai que c'est relativement plat, notamment sur les marchés traditionnels en termes de news, hormis, bien évidemment, et comme vous le savez, je ne suis pas spécialiste du tout de la partie géopolitique. Je ne sais absolument pas quel sera l'impact en Europe, quel sera l'impact en France, quel sera l'impact a fortiori derrière aux États-Unis, etc. Il y a des sanctions, comme vous le savez, qui sont mises en place. À vous de juger, il y a plein de news partout. À vous de faire votre propre avis. En tout cas, ce qui compte, c'est la réaction du marché. Je vous propose déjà de commencer par du coup les deux trois news qu'on a à se mettre sous la dent quand même, pour montrer aussi que marché des cryptos, il se passe quand même des choses. Pour revenir déjà sur cette partie un peu Russie-Ukraine, au-delà du fait qu'on ait cette ambiance un peu anxiogène vis-à-vis donc des indices, on a derrière une réaction forcément plutôt négative sur le rouble. Donc le rouble, si on regarde un petit peu le rouble russe, tac, je vais mettre le graphique en plein écran. Excusez-moi encore une fois, je fais ça avec les moyens du bord. Vous me direz si ça va ou si ça va pas. Mais en tout cas, on fait avec ce qu'on peut. Concernant donc le rouble, on voit ici, donc c'est le dollar contre le rouble. C'est-à-dire que si ça monte, le dollar monte face au rouble, donc le rouble baisse face au dollar et inversement. Et on voit que depuis bien évidemment quelques jours, on a du coup le dollar contre le rouble qui monte, ce qui montre que le rouble est en train de baisser. Bien évidemment, on a potentiellement, je dis bien potentiellement parce que je n'ai pas forcément donné pour le moment, des capitaux qui sortent, voilà, à titre peut-être aussi de prévention. Mais globalement, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dernièrement, on en avait parlé derrière, dans le dernier débrief hebdo, dernier crypto hebdo, qu'il y avait une volonté du gouvernement russe, donc de Vladimir Poutine, d'autoriser les cryptos. Donc en tout cas de ne pas les interdire. Pourquoi je dis ça? Parce que la Banque centrale russe disait qu'il faut absolument interdire les crypto-monnaies sous toute forme, que ce soit le minage, que ce soit l'utilisation, que ce soit le paiement, que ce soit l'investissement, etc., etc. Et le gouvernement, donc Vladimir Poutine, a dit absolument pas, on va faire le contraire. Donc, bon, hormis le fait que c'est lui qui a le dernier mot, ils ont quand même trouvé
un moyen entre les deux. Pourquoi? Parce qu'avec ce conflit, il y a un risque de fuite de capitaux. Fuite de capitaux vers quoi? Potentiellement vers les crypto-monnaies, parce que c'est plus facile, on échange du rouble contre des cryptos, et puis derrière, finalement, au moins, on a un moyen d'échange, et on évite de subir finalement la baisse du rouble pour pouvoir faire des paiements, des achats, voire des investissements après à l'étranger, etc., etc. Et du coup, ils sont en train, le ministère des Finances est en train d'élaborer, ou a élaboré, un nouveau projet de loi sur la réglementation des cryptos, qui d'ailleurs a été présenté du coup au gouvernement. Donc, il considère, pour faire un peu moite-moite, couper la poire en deux, que les cryptos ne doivent pas être considérés comme des instruments, ne doivent être considérés que comme des instruments d'investissement, alors que les utiliser en tant que moyen de paiement, c'est complètement interdit, sous peine d'ailleurs de sanctions. Parce que bien évidemment, s'il n'y a pas de sanctions, tout le monde s'en fout un petit peu de ce qu'il raconte. Donc, après, il y a toute une sorte d'obligation, d'identification, etc., etc. Bref, voilà, on coupe un peu la poire en deux, on évite une fuite des capitaux vers justement cette décentralisation que permet les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou autre. Et du coup, voilà, tout simplement, en fait, on évite, puisque du coup, ils sont un peu dans l'œil du cyclone, on ne sait pas trop comment ça va aboutir, etc., etc. Qu'on soit positif, qu'on soit négatif, peu importe. Le fait est, on a un petit peu peur, et du coup, le rouble baisse face au dollar, et on voit du coup que le dollar monte face au rouble. Ensuite, deuxième news, je me remets ici en plein écran parce que, voilà, alors c'est des petites news encore une fois, ça ne va pas changer la face du monde. C'est notamment Twitter, vous savez, qui a proposé au travers donc de sa plateforme de mettre en fait, a mis en place un système de pourboire. Voilà. On trouve qu'il y a un contenu qui est intéressant, comme le fait certaines plateformes, que ce soit sur Twitch, je crois que sur YouTube maintenant c'est aussi disponible. Bref, il y en a quelques-uns qui le font, en tout cas ça marche pas mal. Au-delà du fait de le laisser finalement, de pouvoir donner des pourboires qu'uniquement au travers du Bitcoin, ça sera également le cas au travers de l'Ethereum. Donc ça montre aussi que voilà, il y a quand même une acceptation de manière générale, il n'y a plus que le Bitcoin, ça reste effectivement toujours le maître du monde, il a toujours une dominance quand même qui est relativement importante, et d'ailleurs ça fait un petit moment d'ailleurs que je ne l'avais pas regardé, on est à peu près autour de 42%, 40%, bon voilà, ça reste relativement stable depuis maintenant pas mal de temps, mais globalement ça montre aussi qu'il y a une acceptation comme utilisation quasiment au quotidien. Alors, on va pas faire des dons, on va pas faire des pourboires, si vous voulez en donner, faites-le, mais on va pas forcément en donner tous les jours, mais voilà, ça commence petit à petit, l'oiseau fait son nid, et ça commence du coup à se développer, et au-delà de ça, Twitter a développé aussi une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés payants, les fameux Twitter Blue, donc pour pouvoir authentifier finalement des NFT, ces fameux jetons non fongibles sur l'application, pour pouvoir ajouter notamment sur sa photo de profil les NFT qu'on aurait achetés, etc. etc. Voilà, visiblement, c'est disponible. Si vous voulez l'information jusqu'au bout, c'est disponible que sur iOS et bientôt sur Android. Voilà globalement. Et enfin, une troisième news, c'est peut-être un petit peu, ça concerne plus les investisseurs institutionnels, puisque vous savez, donc le Canada notamment avait proposé un ETF donc sur les cryptos. Et a priori, la première banque en Corée du Sud sur les produits d'investissement, sur les cryptos à destination des investisseurs particuliers, c'est la Kookmin Bank, c'est en Corée, a informé justement un comité en fait préparatoire de gestion des actifs numériques pour pouvoir déterminer justement les capacités des produits stratégiques, bref, proposer un ETF, donc indexé sur les cryptos et des produits à terme, etc., etc., pour pouvoir élargir justement son offre, ses produits, et également proposer en fait l'investissement de crypto au travers d'ETF. Voilà, certains préfèrent, je préfère les utiliser en direct plutôt que de passer par un ETF. Il y en a qui préfèrent utiliser l'ETF parce que du coup, derrière, on a un sentiment, alors c'est au-delà d'un sentiment, mais on a une certaine sécurité qu'on pourrait avoir. Faut savoir que donc KB Financial Group, c'est quand même la plus grande entreprise du pays, donc en termes de bénéfices nets, et qu'elle disposait, c'était à la fin de l'année dernière, à peu près 520 milliards de dollars d'actifs au total. Donc, c'est quand même pas un petit truc, c'est quand même un gros truc. Bon, c'est pas forcément une grosse news qui va faire retourner dans un sens ou dans l'autre le marché, mais encore une fois, on continue à s'y intéresser à droite et à gauche, donc on prend ce qu'on a à prendre. Globalement, maintenant, on va faire un peu la partie technique.
La partie technique, on était ici sur la partie dollar contre le rouble. On va regarder un petit peu justement, notamment ces fameux marchés traditionnels, même si globalement le marché est en train de retester les gros niveaux. Donc là, je suis sur les marchés traditionnels, notamment sur le SP500 qui est en train de retravailler cette zone-là. On a également le Dow Jones, vous la connaissez, la zone des 33 700 qu'on est à nouveau en train de retester, etc., etc. Donc globalement, le marché est quand même en train de se chercher, même si on n'a pas une fuite vers des valeurs refuges, notamment le yen. Voilà, donc on regarde un petit peu le yen. Le yen est plutôt en train de se replier. Si on prend l'AUD contre le yen, on prend l'euro contre le yen, et voilà, il est en train de monter, donc ça veut dire que le yen est en train de se replier. Pareil pour le dollar néo-zélandais ici contre le yen. Donc on voit que globalement, on n'a pas non plus une fuite vers absolument des valeurs refuges. On a l'or et l'argent qui se portent toujours très bien. Alors l'or ne bouge pas, l'argent continue à monter. Vous savez d'ailleurs accessoirement toujours ces fameuses positions que je continue à opérer dans le sens de la tendance de fond. C'est une petite parenthèse très rapidement. C'est vrai qu'en live, on a envie finalement de dire beaucoup plus de choses que lorsque je fais un planning, notamment pour ces crypto hebdo ou débrief hebdo. C'est beaucoup plus synthétique. Mais je fais comme si j'étais en live, donc du coup je vous parle également d'autres choses. Donc voilà, globalement sur les marchés traditionnels, on est à peu près toujours un petit peu au même point, on est en train de se chercher. Pour autant, ce qui est positif notamment sur le marché des cryptos, c'est que même si effectivement on avait vu ces derniers temps qu'on avait une certaine corrélation, et ben le Bitcoin qui était passé justement de 36 400 à plus de 39 000, et ben il reste collé sur les 39 000. On n'est pas en train finalement d'être complètement corrélé aux marchés traditionnels qui sont à l'instant où je suis en train de tourner la vidéo, c'est-à-dire mercredi après-midi, en train de retravailler c'est plus bas, donc ça c'est la première chose positive. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas retravaillé non plus les plus bas. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est vrai que dans ce contexte un peu de flottement, de manière générale, voilà, on a eu un gros pump. Derrière, on est passé au-dessus des 40 000 $. Vous vous souvenez, j'avais dit il y a quelques semaines, 2-3 semaines avant qu'on passe au-dessus des 40 000 $, passer au-dessus des 40 000 $, c'est très bien. Très probablement, on va le faire. Et ça sera plutôt une bonne nouvelle et c'est très bien. Par contre, ce qui va être très important pour la suite, c'est de tenir des plus bas de plus en plus haut. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a vu sur des unités de temps horaires, sur des unités de temps H4 par exemple, jusqu'à ce qu'on passe justement en dessous des précédents plus bas. On a fait des plus bas de plus en plus haut. Et ensuite, derrière, le problème, c'est qu'on a échoué sur cette zone des 45 44 000 $. Bon, ça ne correspondait pas à grand-chose, mais c'est pas grave, c'est toujours plus facile après coup. Par contre, ce qui était un petit peu dommageable, c'est justement qu'on passe là en dessous et qu'on se réinstalle dans une logique de plus haut, de plus en plus bas, à l'inverse de plus bas, de plus en plus haut. Donc là, c'est un petit peu la problématique. C'est qu'on voit qu'en fait, on est coincé, et c'est là où je voulais en venir, on est coincé en fait entre différentes tendances, et c'est là où ça devient un petit peu plus délicat. Et c'est pour ça aussi, je disais notamment dimanche, le pire, c'est d'être impacté émotionnellement. Le pire, c'est d'acheter en haut, de vendre en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, on est dans des ranges. On est dans des petits ranges, dans des gros ranges. Je prends ici la tendance long terme, qu'on baisse de 50% par rapport au plus haut ou pas, peu importe, parce qu'après, on peut prendre également la variation de 15 000% depuis les plus bas. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'évolution également des tendances. Globalement, on a vu entre 2018 et 2020, on était dans une grosse phase de range, en haut, en bas, etc. On s'est fait peur d'ailleurs à 3 000 $. Et puis derrière, finalement, on a fait 65 000. Mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une tendance de fond qui est haussière. Haussière, matérialisée par des plus bas de plus en plus haut, etc., etc. pour le moment, même si ça fait finalement, et là on est sur le Bitcoin, hein, prenez l'Ethereum, etc. C'est globalement la même chose. On le fera tout à l'heure sur la capitalisation totale. Bon, je peux le faire tout de suite du coup. Capitalisation totale, voilà, on est globalement dans un range. On est au milieu du range. Le Bitcoin, c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais peu importe. Globalement, on est à peu près dans la même chose, à plus ou moins 20%, ce qui est quand même pas grand-chose sur le marché des cryptos. Donc globalement, on a une tendance de fond qui est toujours haussière. Dans une tendance de fond haussière, le plus dommageable, le pire des situations, c'est d'acheter en haut, de vendre en bas. On arrive proche de la borne basse. Donc on est toujours dans cette tendance haussière. Ensuite, si on passe en daily, la tendance baissière, alors moi ce que j'aime pas trop, ce que j'entends un peu à droite et à gauche, et ça c'est une erreur, c'est de dire depuis le mois de novembre, on sait que c'est baissier. Alors non, je suis désolé, au mois de novembre, c'était absolument pas baissier, on était tout là-haut à 65 000 $, on pouvait pas être plus haussier que ça. On était sur des records historiques. Donc on ne peut pas dire que parce que le Bitcoin perd 5% depuis ses records historiques qu'on est baissier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une tendance baissière. La tendance baissière commence à s'installer. On commence à croiser les moyennes mobiles. On passe sous la MM20 daily ici qui est en bleu, sous la MM50 daily ici et on matérialise
Et ça, c'est pas nouveau, ça fait des semaines, on en parle également, et ça, on l'a vu, effectivement, quand bien même c'est même pas que je propose pas, c'est que pour moi-même, je ne me propose pas de position et de trade vendeur. Voilà. J'ai plus pour moi un risque haussier que baissier sur l'ensemble du marché des cryptos. C'est comme ça, après c'est une volonté aussi à long terme. Parce qu'on est dans une tendance long terme qui reste haussière. Mais globalement, on a des plus hauts de plus en plus bas. Et tant qu'on n'enraye pas cette dynamique, ça va être toujours cette tendance baissière. Alors j'ai tracé ici un canal baissier. Bon, ça vaut ce que ça vaut, peu importe, c'est simplement pour matérialiser une tendance. Ce qui est quand même très important ici, c'est que, et c'est ce qu'on avait évoqué également, au-delà du fait qu'on soit toujours dans une tendance baissière daily, c'est que on est passé d'une tendance baissière à une tendance neutre. On avait pété justement cette MM20 ici. Et ce qu'on avait dit, c'est si on passe au-dessus des 40 000 $, ok, c'est bien. Par contre, derrière, ça va consolider très probablement. C'est ce qui a eu lieu. D'ailleurs, j'avais payé ici cette zone-là. Et derrière, hop, j'ai repayé cette zone-là, ce qui était une erreur, entre guillemets. En tout cas, le marché n'a pas réagi comme je le souhaitais. Mais ce qui est très important, c'est qu'une tendance baissière ne passe pas à haussière. Une tendance haussière ne passe pas à baissière. Il y a toujours une tendance intermédiaire qu'on oublie parce qu'on dit généralement, et c'est maladroit de dire il n'y a pas de tendance, il y a toujours une tendance. Alors pas de tendance, sous-entendu la tendance est neutre, mais la tendance est neutre. C'est-à-dire qu'on évolue autour des moyennes mobiles, 20 jours en bleu, 50 jours en rouge. Et tant qu'on évolue là au-dessus, d'ailleurs vous voyez ici qu'elles sont en train de s'aplatir, on va passer au-dessus, passer en dessous, etc. Mais tant qu'on reste effectivement autour de cette zone-là, bah, finalement on est dans un range. Donc globalement, à long terme, on est dans un gros range. Ici, si je prends ici du weekly, par exemple, je réduis sur des unités de temps, on est également dans un range. Point positif, c'est qu'on n'a pas fait de plus bas par rapport au précédent. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Et sur la capitalisation totale, ça je l'avais partagé sur Twitter, sur la capitalisation totale, hop, on a réussi à réagir sur cette zone des 1600 milliards. Donc ça, c'est la capitale totale en incluant le Bitcoin et l'Ethereum. Si on les exclut, on est globalement exactement dans la même situation ici, que ce soit là avec sans le Bitcoin et sans le Bitcoin et sans l'Ethereum, on est exactement dans la même situation. Une borne haute qui fait barrage, qui correspondait aux fameuses MM50 daily qu'on avait au-dessus de la tête. Sur certaines cryptos, c'est passé, sur d'autres non, parce qu'il y en a toujours qui surperforment, d'autres qui sous-performent. Et on a en bas une zone basse de range. Et ce que j'ai expliqué justement dimanche, c'est que le plus difficile lorsque ça plonge, lorsqu'on arrive à toute vitesse sur une zone support, et à l'inverse d'ailleurs, lorsqu'on arrive à toute vitesse sur une zone de résistance, on se dit, vu la vitesse, vu le flux qui est en place, et à juste titre, il y a quand même beaucoup de chances que ça pète. Donc, si on casse une zone clé dont le marché se souvient, bah, le marché va accentuer sa psychologie ou va la retourner, tout simplement. Mais là, on voit que finalement, on est coincé. On est coincé entre ces deux barrières. Le marché est neutralisé entre ces deux bornes. Donc, et c'est exactement la même chose, encore une fois, que je prenne. J'ai pris tout à l'heure donc le Bitcoin sur l'Ether. C'est exactement la même chose. On a au-dessus de la tête les fameuses MM50 daily en rouge. On a la MM20 daily ici qui est plate. C'est pas un indicateur, c'est simplement un indicateur de tendance neutre. Et on a en fait globalement une phase de range. Donc dans cette phase de range, il y a deux options. On est très patient, alors en étant positif, hein, bien évidemment, de manière générale sur le crypto à long terme, si on suit la tendance de long terme, si on croit en l'effondrement des cryptos, bon de toute façon, je ne suis pas sûr que cette vidéo vous intéresse et vous êtes déjà parti. Donc globalement, ce qui est important, c'est de se dire, ok, à quel moment est-ce que je peux renforcer, à quel moment je dois agir, à quel moment est-ce que je peux agir, etc. Voilà mon point de vue qui n'engage que moi, d'accord, c'est pas un conseil, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je fais. C'est justement déjà d'éviter d'acheter en haut, de vendre en bas parce qu'on est dans une phase de range. Donc c'est là que ça devient un peu difficile et de se dire, lorsqu'on arrive proche de la borne basse, c'est plutôt à ce moment-là que le timing est intéressant. Et lorsqu'on arrive proche de la borne haute, plutôt que ce que dire, ça y est, c'est parti, j'y vais, les cryptos viennent de prendre entre 20, 30, etc. parce que si on arrive sur la borne haute là-haut et qu'on attend la confirmation au-dessus de cette zone, parce qu'on dit effectivement on est dans un range, à juste titre, et bien du coup, qu'est-ce que ça nous entraîne? Ça nous entraîne en fait une hausse, sachant que là les cryptos ont pris quand même 7% depuis les plus bas, à peu près 10%. Ça nous entraîne une hausse de 26% par rapport au plus bas. Donc on attend qu'il y ait 26% de hausse, attendre des confirmations de confirmation pour ensuite accélérer le moment et de se dire tiens, c'est à ce moment-là que je vais augmenter mon exposition. Et c'est là où ça devient délicat. C'est soit on est déjà full exposé et du coup, bah, il faut patienter. Ça, c'est la première option, c'est de se dire moi, j'attends que dans une optique de moyen ou de long terme, et ben finalement,
J'attends que la situation se décante parce que globalement en weekly, il ne se passe pas grand-chose, hein. On est simplement dans un gros range. Je prends ici l'Ethereum, je prends ici le Bitcoin. Bon, voilà, on n'est pas dans une nouvelle tendance majeure, ce qui est vrai. La deuxième option, c'est de se dire, ok, alors je vais travailler une petite partie active. Moi, je suis rentré et encore une fois, je vous partage quand ça fonctionne. Je vous partage aussi quand ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est très important. Au-delà de la transparence et tout, ça, je m'en fiche. Mais c'est surtout aussi pour comprendre que on ne peut pas vendre là-haut, on ne peut pas acheter là en bas. Ce n'est pas possible. Ici, il y a des vendeurs qui visent 27 000, 22 000 ou je ne sais sur Bitcoin. Il y en a là-haut, une fois qu'on passe à 40 000, qui visent 72 000. Peu importe. On peut se tromper, ça fait partie de ceux qui agissent et qui interviennent sur le marché. Mais globalement, ce qui est important dans cette situation de range, si on l'a vu, c'est que c'est normal, on ne va pas passer d'une tendance, je ne vais pas dire archi baissière, mais en tout cas une tendance baissière daily, où là on est coincé, on se dit bah oui, je suis dans une tendance baissière daily, moi je ne peux pas acheter une tendance baissière parce que moi j'ai appris que les tendances baissières, elles se vendent, elles ne s'achètent pas. Ok, on peut être effectivement dans cette optique-là. Ce n'est pas mon cas, mais vous avez tout à fait raison de vendre finalement les signaux sur des zones de résistance tant que ces zones de résistance tiennent. Mais moi, je suis plutôt un optimiste, un crypto-enthousiaste, donc plutôt travailler les zones support. Donc on avait une zone support ici intermédiaire que j'ai travaillé une première fois ici à l'achat. Ça avait très bien fonctionné avec des TP1, des TP2, je vous en avais parlé, que ce soit sur Avax, sur d'autres, sur BNB et compagnie. Et puis une fois qu'on est retourné là, j'ai repris sur une partie active justement des positions. Sauf que derrière, on a percé. Donc je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Je suis encore un petit peu bloqué sur 2-3 cryptos. Sur cette partie active, je ne parle même pas du long terme ou quoi que ce soit, ou du moyen terme. Je parle vraiment de cette partie un peu technique à court terme. Finalement, lorsqu'on arrive sur cette zone-là, on dit ça y est, c'est le début de la fin. Alors qu'en fait, c'est peut-être le moment de payer, de renforcer. Donc ce qui est très important dans ces moments-là, c'est d'être vraiment calme. Donc c'est la première option, encore une fois, c'est d'être patient. Voilà, et d'attendre un petit peu que cette tendance neutre se décante, ou alors de garder du cash pour se dire, si jamais, parce que c'est possible, hein, si jamais on arrive sur les 30 000, alors je prends l'exemple du Bitcoin, encore une fois, c'est peut-être pas la référence, peut-être que vous utilisez une autre référence, comme l'Ethereum sur les 2000, les 1900, etc. Peu importe, ou sur la capitalisation totale, mais ça, on est globalement à peu près, toutes les cryptos sont évoluées à peu près, je dis bien à peu près, attention, de la même manière, suite à la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent dernièrement, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, une petite poche de cash pour se dire, ok, si on arrive sur les 30 000, ça sera pour moi une opportunité parce que j'y crois. Par contre, là, il faudra que ça tienne et que ça reparte et puis on verra bien. Ou alors, sur une partie effectivement très active, lorsqu'on arrive proche de la borne basse, se faire force et se dire, ok, à partir de là, je cherche des signaux d'achat sur une unité de temps inférieure, ça peut être par exemple du H4, voilà. Moi c'est ce que j'ai opéré par exemple là-haut, ça a fonctionné encore une fois la première fois, la deuxième non. Ça c'est une chose, et te dire lorsqu'on arrive là-haut, et c'est exactement ce que j'ai fait là-haut, et beaucoup m'ont posé la question, oui mais du coup pourquoi tu sors maintenant, quand même c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis d'accord, c'est beau. Je veux dire mais on en a derrière, il n'y a pas que de la gestion active sur du daily. Il y a également du moyen terme, il y a également du long terme qu'on a en portefeuille qui vont en profiter. Si derrière tout explose, tant mieux, on en a derrière. Mais il faut se garder la main comme ça. Et le fait de se garder la main, c'est de se dire si jamais on retourne en bas, on essaye justement d'exploiter, on essaye de travailler, j'allais dire jouer, mais ce n'est pas le terme, on essaye d'exploiter et de travailler sur ces unités de temps-là, notamment en daily, ces écarts qu'on peut avoir. Et ça peut être des écarts conséquents, hein. Je prends ici par exemple le Bitcoin, mais sur d'autres c'est beaucoup plus intense. Par exemple, Bitcoin, entre le point bas et le point haut, il a pris quand même 26%. Ensuite, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu là 16%, il en reprend 10%, etc., etc. Donc on peut avoir cet état d'esprit et cette constructivité positive de pouvoir continuer à travailler sur une petite poche. C'est pas ça qui fera la rémunération annuelle. C'est pas ça qui fera la performance. Mais on reste encore une fois actif et dans une démarche constructive parce que oui, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'on retourne sur les 30 000, même si ce n'est pas mon scénario principal, je ne l'exclus pas. Voilà, je préfère me préparer à avoir tort que de chercher forcément absolument à avoir raison sans cesse et de se garder donc toujours une petite poche. Et puis travailler après sur des unités de temps un petit peu plus courtes. Après, bien évidemment, il faut être disponible, il faut être expérimenté ou alors tout simplement patienter. Alors, pas forcément attendre que le conflit entre l'Ukraine et la Russie se termine, puisqu'encore une fois, si tout est positif et si l'ensemble du marché des cryptos, si l'ensemble du marché notamment traditionnel fonctionne bien,
et ben, en tout cas réagit bien, et bien on se retrouvera très rapidement là-haut. Et 45 000, ça sera plus une zone d'allègement qu'une zone d'achat. Voilà pour ce point de manière générale. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout, je pense. C'est peut-être une vidéo un petit peu plus longue, mais encore une fois, lorsque on est en live, c'est toujours un petit peu plus long. Il y a moins de cuts, c'est moins travaillé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était un essai, en tout cas une technique de remplacement pour être encore présent malgré voilà, hein, les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Les problèmes qui soient techniques ou qui soient humains, tout simplement parce qu'on reste humain. Encore merci pour vos likes. Je vous dis à très vite.